Bon, bah merci mille fois d'être là. Alors, aujourd'hui, on va parler de révolution, on va parler de rêve, on va parler d'art, on va parler de créativité, et on va parler de changer le monde. Peut-être commencer par changer notre monde. Avant de parler de tout ça, on va peut-être commencer avant tout à parler d'art. Qu'est-ce que c'est l'art pour vous? Qu'est-ce que c'est que la créativité? Quelles seraient les définitions que vous en donneriez très brièvement si vous aviez des mots à mettre? C'est à la fois sortir de soi-même et rentrer un peu plus en soi-même. Ah, intéressant. Moi je dirais beauté, l'art. La beauté. Beauté. Ah, peut-être qu'on pourra aussi développer la beauté. Je dirais une certaine forme de liberté, peut-être aussi. Une certaine forme de liberté. En tout cas, une certaine façon de voir les choses. Une certaine façon de voir les choses. Fuir le quotidien, quelque part. Ça, c'est intéressant. Est-ce que c'est le fuir, le quotidien? Le quotidien extérieur qui nous plombe parfois. Ah, S'abstraire d'influence peut-être beaucoup. s'abstraire d'influence. Eh bien, je vous remercie parce que on va partir là-dessus. On va partir là-dessus. Parce que souvent, on pense que le rêve, c'est quelque chose qui nous fait fuir. Souvent, on pense que l'art, c'est quelque chose qui nous fait fuir. Et moi, je pense qu'au contraire, c'est un moyen de re-rentrer dans le réel. Sauf que, peut-être que ce réel, on a perdu le lien avec lui. Pour moi, l'art, si je devais donner une définition, ce qui est bien limité, une définition parce que c'est quelque chose de bien plus vaste que ça, c'est justement de pouvoir manifester le dedans, ce qui vient du dedans dans le dehors, ce qui vient de l'intérieur à l'extérieur, ce qui vient amener quelque chose. Est-ce que vous avez justement, et peut-être que ce que monsieur disait, ce truc qui fait qu'on fuit, ce truc qui fait qu'on veuille s'éloigner parce que le quotidien devient... Bonjour, installez-vous, je vous en prie. Le quotidien devient difficile, délicat. C'est peut-être simplement parce qu'il manque ce lien avec le dedans. Si on regarde un petit peu la vie de tous les jours, de quoi est-ce qu'on parle dans les bistrots? De quoi est-ce qu'on parle dehors? De quoi est-ce qu'on parle dans la rue? On parle de ce qu'on nous a raconté. On parle de ce qui vient de l'extérieur. On parle de ce qui a été raconté dans les médias. On parle de ce qui a été raconté dans les réseaux sociaux. On parle de ce qui a été raconté autour de nous. Et c'est dingue parce que on est dans un monde moderne, mais on n'a jamais autant d'informations qui venaient de l'extérieur. Et au final, si peu d'informations qui viennent de l'intérieur. Du coup, pour en revenir à notre créativité et à cette capacité peut-être, pour rejoindre les propos de monsieur, de réenchanter le monde, de lui redonner autre chose, il faut peut-être retrouver cette capacité d'aller chercher à l'intérieur de nous pour recréer le monde, pour être de vrais artistes et pas juste des copieurs qui passent leur temps à répéter ce qu'on nous dit à l'extérieur. Ah ben tiens, ceci, on nous a dit ça aux infos, tiens, il y a le réchauffement, il y a ceci, et ben tout le monde parle là-dessus. Et si tout le monde parle là-dessus, ben on va finir par créer cette réalité et par se laisser tisser par la réalité qui vient de l'extérieur. Et du coup, on n'est plus créateur. Et on passe notre temps à se faire tisser par une foultitude d'informations, que ce soit les publicités, que ce soit les médias, que ce soit les informations. Et nous, quand est-ce qu'on retrouve nos capacités créatives d'amener quelque chose au monde? C'est peut-être ça au final, cette capacité de révolution. Vous voyez, nous on passe notre temps à être au-dessus de la surface, ces deux îlots duels. On passe notre temps à nous décrire un monde qui est divisé. Ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est à droite, ça c'est à gauche, ça c'est ceci, ça c'est masculin, ça c'est féminin. Et on passe notre temps basculer dans la division, dans une forme de dualité. Parce qu'on n'écoute plus ce qui vient du dedans.
on écoute les limites de ce qui vient du dehors. Donc, pour en revenir à cette notion d'art, de créativité, peut-être pour retrouver la beauté justement, peut-être que la beauté, c'est de retrouver notre pouvoir créateur et d'être capable de retisser, de remanifester dans le monde des choses qui viennent de l'intérieur. Seulement, il y a un tout petit problème, pas grand-chose, mais pour manifester ce qui vient de l'intérieur vers l'extérieur, c'est-à-dire devenir un vrai artiste, remettre de la beauté dans le monde, il y a un tout petit quelque chose qui est délicat, c'est qu'il va nous falloir accepter d'aller vers l'imprévisible. Pour devenir un artiste, un vrai artiste, je ne parle pas d'être un copieur, pour redevenir quelqu'un qui crée, qui manifeste autre chose que ce qu'on lui raconte dans le monde, il va falloir s'autoriser sa singularité, et pour ça, il va falloir aller accueillir ce qui vient de l'intérieur de nous. Et ça, c'est presque héroïque, c'est même complètement héroïque. C'est ce que je partage dans mon livre, c'est que pour devenir un artiste authentique et commencer par changer notre propre monde, il faut devenir un héros. Est-ce qu'il ne faut pas être un héros pour être un auteur et se confronter à la page blanche, partir avec quelque chose qui vient du dedans et se trouver face à l'infinité d'une page blanche? Pour un peintre, oser déflorer la blancheur d'un tableau et oser y mettre ses couleurs et laisser jaillir l'imprévu par-delà les craintes de jugement, par-delà les obstacles, par-delà les chemins. Pour un musicien, est-ce qu'il ne faut pas oser déflorer le silence et partir vers cet imprévu? C'est ce qu'on retrouve dans tous les contes et dans toutes les histoires. Le héros, avant qu'il se mette en quête de quelque chose, il doit partir vers l'imprévisible de la page blanche, l'imprévisible du silence, l'imprévisible de la vie. Et pour nous, ce qui nous intéresse, ça va être l'imprévisible de la vie. Et pour pouvoir manifester non pas des couleurs, des couleurs, des mots, des actions, il va nous falloir trouver ce qui vient de l'intérieur et oser aller explorer ce mystère qui nous effraie, parce qu'on ne sait pas ce qu'on va trouver à l'intérieur. On ne sait pas. Donc, soit on fait le choix de rester comme un kidam, assis dans nos habitudes, dans nos routines, ou soit on fait le choix de vivre de manière héroïque, en allant chercher à l'intérieur des choses qu'on ne peut pas connaître à l'avance, pour pouvoir les manifester dans le réel. Et là, devenir un artiste véritable. Et c'est là qu'intervient cette notion de révolution, parce que plutôt que de se laisser tisser par tout ce qui nous vient de l'extérieur, bien sûr, on est capable de l'entendre, mais on pourra manifester quelque chose qui vient du dedans. Un vaste programme, me direz-vous. Parce que souvent, dans une éducation, on est dans un endroit qui ressemble un petit peu à une salle de classe, donc du coup, ça nous rappelle à ça. Est-ce qu'on a valorisé notre capacité émettrice dans notre histoire? Ou est-ce qu'on nous a placés toujours en tant qu'élèves à nous mettre des notes, c'est bien, c'est pas bien, à nous juger, à limiter nos capacités émettrices et à les remplacer que par des capacités de réceptivité? Il faut apprendre toutes les matières, il faut apprendre tout ça, et on nous met des notes, et on nous met... Je dis pas que c'est pas bien, mais si on oublie cette capacité d'écouter les enfants, d'écouter ce qui vient de l'intérieur, on va perdre cette capacité créative et on vivra dans un monde, comme vous le disiez monsieur, où on aura envie de fuir la réalité. Puis on peut devenir un peu des automates en se demandant pourquoi on vit, quoi. Exactement, et on peut perdre le sens. D'où cette capacité de révolution intérieure qui peut nous redonner cette capacité de réenchanter le monde, de réenchanter la vie. Et surtout quand on a perdu cette capacité. Le rêve est pour moi, et dans mon expérience, je vous en parlerai un petit peu tout à l'heure, la clé qui peut nous permettre de retrouver cette partie intérieure pour la manifester dans le monde. Le fait de redevenir un héros qui va vers l'imprévisible et qui va apprendre pas à pas. Pour ça, il faut lui donner de la place à ce rêve.
Et qu'est-ce qu'il est devenu le rêve dans nos sociétés? Est-ce qu'on raconte encore nos rêves au petit déjeuner dans nos familles? Est-ce qu'avec nos enfants, on est encore capable de discuter des rêves le matin, au petit matin? Est-ce qu'on est encore capable dans nos sociétés de parler de nos rêves? Tiens, j'ai rêvé de quoi cette nuit? Et la plupart du temps, je trouve que on a été amputé de nos rêves. C'est quelque chose qui, à l'heure actuelle, pour moi, me paraît dramatique, parce que nos rêves, ils ont été relégués vraiment au second plan dans nos sociétés. Dans certaines sociétés, le rêve est fondamental. Il y a des tribus qui ne vivaient où le rêve était vraiment prépondérant, et nous, on l'a oublié, on l'a mis au second plan. Et il est vraiment temps de redonner au rêve sa place. On rêve tous chaque nuit. Alors bien sûr, certains oublient plus ou moins leurs rêves, les mettent un petit peu de côté, mais on rêve tous. C'est juste que, comme un muscle dont on ne se sert pas, cette capacité à rêver finit par s'atrophier. Est-ce qu'on n'a pas peur de certaines forces qu'on a à l'intérieur qui nous semblent démoniaques ou très... Bien sûr. On fantasme beaucoup en ayant peur de ce qu'on est, en fait. Bien sûr, mais peut-être que justement, c'est intéressant, le mot démon. Oui, parce que ça vient d'une culture ancienne, une culture chrétienne, quoi. On a baigné dedans. Alors, c'est très actuel. Hein. Ah oui. Je suis dans le domaine, donc c'est très actuel. C'est d'accord. plus actuel que d'habitude, en fait. Ah bon? Ah oui. Vous êtes dans le domaine, du coup? Je suis exorciste, en fait, énergéticienne exorciste. D'accord. Ce qui m'intéressait, c'était ce que vous disiez sur les rêves, parce que moi, je suis très rêve. Ah oui. Mais non, c'est plus qu'actuel. Ah, d'accord. C'est intéressant, parce que le mot démon, c'est le mot monde à l'envers. Oui, c'est vrai. Donc, le Christ a bien dit justement, je ne suis pas de ce monde, en fait. Le monde sociétal, en fait. Donc, mais peut-être que justement, et votre témoignage pourrait être intéressant, mais peut-être que le démon, c'est justement les choses qu'on n'est pas capable d'intégrer. Et c'est très intéressant parce que de mon humble point de vue, ça rejoint exactement ce que vous dites, pour moi. Ces parts, ce que vous dites, monsieur, ces parts d'ombre, entre guillemets, ce sont justement les parts de nous qu'on n'a pas été capable d'intégrer. Par le jugement, par le manque d'amour, et parce que pour moi, pour avoir une voix héroïque, il faut être capable d'apprendre à aimer. Et là aussi, on pourrait donner une interprétation du mot « aimer ». Et est-ce que aimer, c'est pas retrouver cette capacité de faire, justement, c'est la pochette du livre, d'intégrer justement tout ce qui est au fond là, pour sortir de cette binarité et revoir qu'il y a quelque chose d'entier. C'est intéressant parce que... Oui, moi je voulais juste intervenir par rapport à ce que dit la dame, parce que dans le rêve, moi vraiment, il y a une notion, il y a derrière la psychanalyse avec Freud qui voulait, qui utilisait le rêve comme une voie de la conscience. Et donc, je trouvais ça, moi je trouve ça intéressant de... Oui, mais les rêves sont très 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 parlants. Moi je suis très rêve parce que moi j'ai deux vies. D'ailleurs je me suis beaucoup réveillée cette nuit, j'ai rêvé 3 fois différents. Les rêves font partie intégrante de la vie. Et il y a souvent un reflet par rapport à ce qu'on vit au quotidien. Mais après il faut traduire. Il n'y a pas que ça parce qu'il y a d'autres dimensions. justement, on va en parler de ces dimensions. Psychanalytique. Et moi je pensais que, je trouve ça plutôt bien parce que moi c'est vraiment très connoté. Si j'entends rêve, j'entends psychanalyse, Freud avec son inconscient. Justement, c'est une des 3 voies, pour moi, à l'heure actuelle. Il y a comme 2 visions. Donc, il y a la première vision où on oblitère le rêve, on l'oublie. Et il y a 2 visions qui, pour moi, sont à la fois antagonistes et complémentaires. C'est-à-dire que il y a la vision, je vais revenir sur la vision psychanalytique, mais il y a une première vision qui est, on va analyser on va analyser le rêve dans des bouquins, dans des choses qui vont interpréter les rêves, dans des livres d'interprétation du rêve. Et souvent, pour moi, c'est un peu un errement qui justement nous fait perdre notre capacité créative. C'est-à-dire que la première manière, c'est quand on rêve, on va aller chercher un vieux grimoire dépoussiéré et on va dire, tiens, par exemple, cette nuit, j'ai perdu mes dents, et on va lire une interprétation toute faite. Ça, c'est un premier errement pour moi.
C'est-à-dire que... Serment, ça veut dire... C'est-à-dire que je perds mon pouvoir. C'est-à-dire qu'encore une fois, je vais laisser tisser ma réalité par quelque chose qui vient de l'extérieur. Et qui peut-être, dans ma vision inconsciente, justement, je vais aller chercher quelque chose qui peut-être, dans une sagesse ancienne, aurait été plus intelligent que ce que j'aurais pu trouver à l'intérieur de moi, en résonance avec ce qui vient de ma profondeur. Je ne dis pas que c'est complètement... Oui, parce que ça peut donner, excusez-moi, ça peut donner... Il y a un monsieur qui est intéressant dans le domaine du rêve que je regarde de temps en temps, c'est Tristan Moir, c'est un psychanalyste qui est spécialisé dans le vénérisme, en fait, qui est spécialisé dans le neurisme, donc il propose un dictionnaire des rêves justement sur son site. Donc moi je consulte parfois, mais ça peut quand même donner une voie justement, une direction pour notre intérieur, parce que l'intérieur, il peut être aussi, avant de trouver une intériorité qui est vraiment pure et instinctive, vraiment reliée au divin dans le sens pas religieux, hein, mais dans le sens de pur et vrai, il y a du chemin à faire. Donc en fait, les symbolismes comme ça peuvent nous orienter justement vers notre interprétation à nous, en fait, notre intérieur à nous. Alors moi, justement, le dictionnaire des rêves que je prends justement dans ce sens-là. Disons, j'en prends, j'en laisse. Je vais interpréter le symbolisme pur, je prends le symbolisme pur, et après je vais interpréter à ma manière aussi. Mais en ayant écouté Tristan Moir, en fait, je me suis rendu compte que lui-même il fait comme ça. Parce qu'en fait, il prend des personnes en consultation pour analyser les rêves, mais il prend vraiment la globalité. Donc le symbolisme en lui-même peut avoir une extension plus vague que le symbolisme pur. Donc lui-même, en fait, il prend le symbolisme à la base, mais parfois c'est un peu désorienté du symbolisme pur. Parce qu'il prend tout un ensemble, c'est beaucoup plus complexe. Exactement. Que prendre mais justement, j'y reviendrai tout à l'heure, on y reviendra tout à l'heure si vous le voulez bien, mais je ne peux me servir de ça que comme une piste. Voilà. Mais c'est pas suffisant et je perds mon pouvoir. Par contre, je suis d'accord avec vous, je suis vraiment justement dans mon parce que si je n'ai pas voyagé dans mon propre monde symbolique, je vais encore prendre les symboles et ils vont me guider. Combien de gens vont voir des voyantes et parce que la voyante leur dit quelque chose, leur analyse un symbole, le prennent pour ce qu'on leur dit et on perd le pouvoir. Et c'est la même chose dans un vieux livre dans lequel je vais lire quelque chose. Si je n'ai pas voyagé dans mon propre symbolisme ou si je n'ai pas quelqu'un qui m'accompagne à ce moment-là, qui a lui-même voyagé dans son propre symbolisme, je vais encore me perdre dans un système de croyances aussi beau, aussi spirituel soit-il, aussi grandiose ou aussi merdique soit-il, va m'influencer. Donc pour moi c'est un premier errement. Par contre je vous rejoins effectivement. Ça peut donner des pistes, ça peut être un petit caillou blanc qui peut nous ouvrir, mais à condition d'avoir quand même une forme déjà de liberté créative et de s'ouvrir encore un petit peu à l'imprévisible. Mais on y reviendra. Il ne faut pas faire un maître absolu, il faut le prendre comme... Parce qu'on a tous besoin de guidance, je veux dire, on n'est pas dû incarner sur Terre, il n'y a que lui qui peut ne pas être guidé. Mais justement, peut-être apprendre à l'écouter. Voilà, mais après il y a du chemin à faire, parce que j'aime pas trop... Disons que si je fais ce que je fais aujourd'hui, c'est que j'ai ma propre expérience. Je suis partie de l'oubli et j'ai tout transcendé justement, donc je sais un peu de quoi je parle par expérience en fait. Et on a besoin de guidance de toute façon, mais c'est vrai qu'il ne faut pas donner notre pouvoir à autrui. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous et je suis la première à le dire, à crier au fort, qu'il faut reprendre le pouvoir sur soi parce que justement c'est mal à la société. Il faut vraiment reprendre le pouvoir sur soi parce que c'est un besoin nécessaire en fait. On va aller plus loin après. Et merci. Et donc il y a ce premier point de vue. Voilà, le livre, le symbole. Et maintenant on en vient à la psychanalyse, qui pour moi est un deuxième écueil. C'est-à-dire que, alors oui et non, encore une fois, c'est jamais blanc et jamais noir. Mais pour moi, la psychanalyse, et c'est une des choses qui a fait que j'écrive ce bouquin, parce que j'ai lu dans un bouquin de psychanalyse justement qu'il n'y avait que le psychanalyste qui pouvait analyser les rêves d'une personne, etc. Et je pense que comme le livre, le psychanalyste, là où le vieux grimoire, on a inconsciemment l'impression qu'il y a quelque chose de plus sage que nous dans le passé qui va nous donner une réponse, et avec le psychanalyste, j'ai un peu l'impression que quelqu'un dans le futur a développé un scientisme suffisant pour nous donner des réponses qu'on attendrait. Et moi je pense qu'il y a une voie du milieu. C'est-à-dire que bien sûr la psychanalyse a ouvert des choses, a ouvert un intérêt symbolique, mais il peut nous emmener, autant la partie du grimoire peut nous emmener à nous perdre notre pouvoir dans des superstitions anciennes, que la partie
excessivement analytique, je ne dis pas qu'elle est inutile, mais dans l'excès, peut nous conduire à nous perdre dans un excès d'intellectualisation et un excès de branlette cérébrale, excusez-moi l'expression, qui va faire qu'on perde encore une fois notre pouvoir et qu'on perde le lien avec le rêve. C'est pour ça que au départ, je vous ai prononcé le mot liberté, parce que c'était dans ce sens que je l'entendais. Exactement, et je vous rejoins. Et je pense que c'est pas tout blanc et tout noir, et l'idée du livre et l'idée de ce que je souhaite partager avec vous aujourd'hui, dans cette voie héroïque de retrouver notre part de rêve, c'est qu'il y a peut-être un chemin qui serpente entre ce passé de cet ésotérisme invérifiable, de la superstition, et ce futur d'une analyse excessive. Justement, c'est la créativité et le chemin qui circule entre les deux qui permet qu'on puisse prendre le meilleur des deux mondes. C'est pour ça que j'ai appelé mon livre « La voix de l'homme entier », pour trouver cette entièreté. Parce qu'on a deux hémisphères cérébraux, on a une partie purement rationnelle, mais on a aussi une partie complètement intuitive, instinctuelle, si on rentre là-dedans. Et qu'est-ce qui va nous aider sur ce chemin qui serpente entre les deux ? On en revient à cette créativité. On en revient à cette écoute intérieure. Et je vais vous donner une métaphore qui va vous aider, peut-être, qui va vous aider à interpréter ou à rentrer davantage en lien avec vos rêves, et qui va permettre de rentrer en lien directement en contact avec le symbolisme. Enfant, vous ne vous souvenez pas que... Enfant, ou peut-être même encore à l'heure actuelle, s'il y a des gens qui ont gardé leur enfant vivant, quand vous regardiez des formes dans les nuages, est-ce que vous ne voyez pas des bestioles, des choses ou des formes ? Quand vous regardez, je ne sais pas si on regarde un petit peu dans les traces de traits, là, dans les nœuds de craie, est-ce qu'on ne peut pas voir des formes ? Est-ce que dans un buisson ou dans les troncs d'arbres, moi je me rappelle enfant, dans les papiers peints, des fois on voyait des visages, des formes. On a tous connu ça. Et si simplement on réapprenait à regarder nos rêves comme on voit des formes dans les nuages. C'est-à-dire qu'au petit matin, quand je me souviens de mon rêve et que je lui donne de la place, et que je commence à soit l'écrire, soit à le parler, à le raconter, qu'est-ce qui me vient ? C'est quoi les formes dans les nuages de mon rêve qui viennent ? C'est peut-être un moyen de retisser notre lien avec l'intuition et de commencer à prendre ce qui résonne en nous. Je pense qu'on est tous capables de faire ça. Mais est-ce qu'on s'autorise à ça ? Est-ce qu'on redevient un artiste, justement, qui rentre en lien avec ce rêve ? Alors je ne dis pas que ça se fait tout de suite, mais est-ce qu'on ne peut pas commencer déjà un petit peu, tout doucement, tranquillement ? Au petit matin, je me réveille, et qu'est-ce que je vois dans les formes des nuages de mes rêves ? Qu'est-ce que je peux accueillir ? Et c'est ça qui peut-être nous fera retisser le lien entre cette partie duel et cette partie entière. Là, la surface de l'eau, ça pourrait être simplement le petit matin. Et dans mon livre, je leur ai donné une notion poétique, c'est-à-dire que j'ai appelé cette part inconsciente, cette part profonde, je l'ai appelée la femme de la nuit. Et j'ai appelé cette part du haut, cette part lucide, concrète, je l'ai appelée l'homme du jour. Parce que je trouvais que c'était plus sympa et plus simple d'intégrer. Et de nous rappeler que pour redevenir un homme ou une femme, j'ai appelé homme avec un H, ça intègre les femmes bien sûr, ça intègre l'humanité, il fallait se rappeler que l'homme et la femme sont un trait d'union. Redevenir le trait d'union au petit matin entre la femme de la nuit et l'homme du jour. Et que peut-être pour redevenir l'artiste créateur et entamer une révolution et changer le monde, être capable de faire danser les deux. Vous savez, comme quand on ferme les yeux, ces images qu'on peut avoir de patineurs artistiques, de danseurs de tango, ça vous est peut-être déjà arrivé de voir ça dans le rêve, ou de voir ces formes symboliques, ou ces formes qu'on retrouve dans toutes les civilisations, qu'on peut retrouver sous la forme du yin et du yang, de Shiva et de Parvati, de Marie et de Joseph. Voilà, Joseph, c'était un charpentier. Symboliquement, c'était quelqu'un qui était qui symbolisait la matière. Marie, qui symbolise l'Immaculée Conception. C'est la danse des deux qui donne le Christ, qui parle du cœur. On en revient au cœur. C'est peut-être quelque chose à réinterpréter. On peut retrouver ça dans l'Égypte ancienne, on peut retrouver ça dans la Grèce, je donne plein d'exemples dans mon livre, mais toujours cette danse, on retrouve ça dans le Tao avec le yin et le yang, mais toujours retrouver cette danse
Jung, si on revient à l'Annie, il parlait d'anima et d'animus. Retrouver cette unité, mais d'être capable de ne pas rester bloqué dans ce qu'on nous a raconté et de refaire danser ce qu'on ne connaît pas de nous et de le manifester dans le monde. Et voilà. Donc du coup, si je suis capable de faire ce travail au petit matin, je vais être capable de pouvoir réinformer, reprogrammer, réenrichir mon réel par-delà ce que je crois qu'il est et m'autoriser à découvrir une réalité qui m'échappe et à l'enrichir. N'est-ce pas le début de ce qu'on pourrait appeler l'éveil ? N'est-ce pas se réveiller, quelles que soient les croyances, aussi spirituelles, aussi belles puissent-elles paraître, des fois elles ne sont pas forcément celles qui nous correspondent. Et elles peuvent nous perdre, parce qu'elles nous enlèvent de quoi j'ai besoin. Et qu'est-ce que je peux donner au monde ? Et si je fais ce travail-là, je vais commencer à pouvoir réinterpréter la vision du monde qu'on m'a donnée. Donc on retrouve le travail analytique, mais par notre propre pouvoir, c'est-à-dire que l'analyste, il va peut-être nous aider parce qu'il a peut-être fait le chemin avant nous. Je m'intéresse aux arts martiaux japonais, on parle de sensei. Sensei, c'est pas un maître tel qu'on l'entend. Et est-ce que l'analyste pourrait pas redevenir un sensei ? Sensei, ça veut dire celui qui a cheminé avant, celui qui a commencé plus tôt. Excusez-moi, je crois qu'un psy est obligé de faire un travail analytique sur lui. Normalement, oui. Pour moi, ça me paraîtrait indispensable. On ne peut pas aider les autres si on ne sait pas c'est de soi-même. Exactement. Il ne peut pas emmener sur un chemin que lui-même n'a pas parcouru. Et c'est pour ça que, voilà, pour parler du rêve, il faut avoir exploré son rêve. Il faut avoir une expérience, et c'est ça qu'on appelle l'expérience initiatique. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de quelque chose d'intellectualisé, justement, entre mes vieux grimoires, entre une analyse purement intellectuelle. On parle d'un chemin artistique au sens dans lequel je vous l'expliquais tout à l'heure, vécu du dedans. Et parce qu'on a vécu quelque chose du dedans, on va pouvoir partager quelque chose dans le dehors. Ça me fait penser à cette histoire que j'aime beaucoup, c'est l'histoire du magicien d'Oz. Vous savez, il y a Dorothy, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, elle est sur son chemin de briques jaunes, et puis elle veut rentrer chez elle, et tout le monde veut retrouver le fabuleux magicien d'Oz. Et au final, elle se rend compte que c'est un tout petit bonhomme qui fait de l'esbrouf, qui a une machine qui fait de la fumée. Mais c'est pas tant d'avoir trouvé le magicien d'Oz qui va l'avoir aidé. C'est d'avoir trouvé tous ses alliés sur le chemin. Elle va trouver le robot, l'épouvantail, le lion, qui sont peut-être symboliquement des parties d'elle-même, allez savoir. Pour le rêve, c'est peut-être la même chose, justement. Il faut avoir arpenté ce chemin. Et nul autre que nous-mêmes ne peut arpenter ce chemin. Et si un analyste nous aide, c'est parce que lui-même, il a déjà arpenté ce chemin. Et qui peut aider à ça. Si on fait ce chemin, on va devoir réinterpréter, pour moi, différentes sphères. J'en nomme 5 dans le livre. La première sphère, ça va être mon histoire personnelle. Comment m'a été racontée ne serait-ce que ma naissance et mon histoire, et comment je l'ai vécue ? Est-ce qu'il n'y a pas une dichotomie entre les deux ? Voilà, comment la dichotomie entre l'histoire qu'on m'a racontée et l'histoire que j'ai vécue. Est-ce qu'elle est cohérente ? Comment j'ai intégré symboliquement l'histoire que j'ai vécue ? Ah oui, voilà. Tout à l'heure, je discutais avec un monsieur qui me disait avoir eu c'est un auteur qui est présent, qui a écrit des livres parce qu'il a eu un grave accident. Et je ne sais plus encore ce que je voulais dire. Et suite à cet accident, suite à cet accident, il a compris quelque chose. C'est-à-dire que lui, il avait une grosse blessure à la jambe. Et lui, il ne pensait pas que cette blessure avait été provoquée par une colère qu'il avait vis-à-vis de son père. Parce qu'elle était complètement inconsciente. C'est-à-dire que consciemment, il aimait son père. Consciemment, il l'adorait, mais il ne se rendait pas compte qu'inconsciemment, il avait de la colère contre lui. Donc il y a l'histoire qu'on nous raconte
bah, il faut refouler la colère, il faut être gentil, mouche ton nez, dis bonjour à la dame, etc. Mais à l'intérieur, on a des vrais petits démons aussi, on a des forces qu'on a refoulées et qu'on n'intègre pas. Et on a tous, enfants, plus ou moins des griefs avec nos parents, par exemple. Là, on pourrait en parler longtemps. Parce que, pour moi, l'image parentale, c'est quelque chose qui va avoir une influence sur nos polarités, sur le ciel, la terre, etc. Mais ça, je n'aurai pas trop le temps d'en parler aujourd'hui. On pourra échanger un petit peu à ce sujet, si vous voulez. Excusez-moi, juste une petite question. Il vous a dit quelle jambe c'était, la jambe gauche ou la jambe droite? C'était la même jambe que son père avait été blessé à la guerre. Ah, vous savez pas, c'est parce qu'en général, la droite, c'est... Côté masculin et le côté gauche, côté féminin, ouais. Donc, voilà, ça c'est la première chose qui va nous permettre de réinterpréter notre système mythologique et de le réenchanter et de remettre de la cohérence dedans, de sortir de la binarité. Deuxième sphère, c'est la sphère parentale. Comment mes parents m'ont raconté la vie? C'est le premier rapport au masculin et au féminin. Est-ce que mes parents étaient séparés? Est-ce que j'ai perdu un de mes parents très jeune? Est-ce que tout ça va avoir une influence sur nous et sur l'histoire qu'ils m'ont racontée? Forcément, que je le veuille ou non. Ça va créer aussi ma singularité. Ça, cette histoire de mes parents. Troisième point qui va être intéressant, troisième système mythologique à réinterpréter, c'est la sphère transgénérationnelle, l'arbre généalogique. Voilà, je me suis spécialisé aussi là-dedans. Pour moi, c'est une sphère très très importante à réinterpréter. Comment mes grands-parents ont raconté leur vie à mes parents, et puis comment les ancêtres ont raconté, et quels ont été les traumatismes qui n'ont pas été intégrés, quelles ont été aussi les ressources, parce qu'on parle souvent de blessures, mais quelles ont été les ressources qui ont été transmises. Tout ça va avoir une influence sur moi. Mais si je ne le réinterprète pas à l'aune de ce que je trouve dans mon inconscient, ben, je ne serai pas un artiste. Je serai encore dans une forme de reproduction. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir des racines et que l'illusion ce serait de vouloir couper et de s'émanciper des racines. Ça c'est une dangereuse illusion. Mais un vrai artiste doit apprendre à faire avec ses contraintes, comme tout héros fait avec les obstacles qu'il trouve sur son chemin. Qu'est-ce que je vais trouver dans mon arbre? Quels sont les trucs merdiques? Quels sont les trucs beaux? Mais qu'est-ce que je vais en faire? Je compare souvent ça à une main qu'on a aux cartes. On peut se dire, mais j'ai un jeu merdique, je ne vais rien pouvoir faire avec ça. Et puis on peut se dire, bon, bah, je vais faire avec ce que j'ai. Puis la bonne nouvelle, c'est qu'en faisant avec ce qu'on a, bah, peut-être qu'on peut découvrir qu'il y a une pioche par la créativité qu'on peut développer avec. Ça, c'est le troisième système mythologique. Quatrième système mythologique, c'est intéressant, on est dans ce qui ressemble un peu à une salle de classe. C'est l'influence que vont avoir sur nous la sphère sociale, les médias, qu'est-ce qu'on lit, qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on nous a dit à l'école, qui a écrit l'histoire, comment on nous interprète l'histoire. On le voit à l'heure actuelle, on ne sait plus où on en est par rapport à l'histoire. Il y a tellement de versions et on voit qu'il y a des choses qui ont été établies puis qui deviennent fausses du jour au lendemain. Donc si on ne fait pas l'effort de réinvestiguer cette histoire sociale, ben, on peut en être prisonnier. On le voit au niveau politique, il y a des jeux incroyables là-dessus, droite, gauche, ceci, cela. Et au final, si on ne réinterprète pas ça, on demeure prisonnier de ça. Plutôt que de voir par-delà, on peut même s'engueuler, on peut même vraiment rester à la surface, dans la division, et pas retrouver notre universalité, pas retrouver notre humanité, pas retrouver, justement, encore une fois, cet amour qui vient réunir, cet amour qui vient nous ramener. Et là, j'en reviens encore une fois à cette notion de révolution. Gandhi disait « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ». Si je perds ma capacité créative, bah des fois j'ai envie de voir des choses dans le monde, j'ai envie de m'accrocher. Plein de gens s'accrochent à des hommes politiques en espérant qu'ils viennent changer leur vie. Je les comprends, ils sont pleins d'espoir parce qu'il y a des choses qu'on trouve merdiques dans ce monde qu'on a envie de changer. Mais je crois plutôt que c'est les artistes qui changeront réellement les choses. Et pas forcément les politiques. Et déjà, commençons par changer notre propre monde, humblement, il y a déjà énormément de boulot à faire. Voilà, on pourrait rester longtemps sur chacune des sphères. La cinquième sphère, qui est non moins importante, c'est la sphère des mythologies collectives, des mythes collectifs. Ça peut être les religions, les visions spirituelles, les contes et les légendes, les mythes fondateurs. Si on ne fait pas un effort de réinterprétation de tout ça,
par l'expérience intérieure initiatique qu'on va trouver à l'intérieur de nous, on peut rester piégé dans des religions, dans des voies des fois qui paraissent très spirituelles, mais qui peuvent vraiment nous limiter. Et il ne s'agit pas de trouver des super pouvoirs ou des choses comme ça, il s'agit de se dépouiller, de retrouver une forme de vide pour pouvoir retrouver quelque chose peut-être de plus profond qui nous corresponde et qui colle à vraiment ce dont on a besoin et ce dont le monde a besoin. On peut peut-être parler de retrouver Dieu, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, mais par-delà les définitions, par-delà les mots, par-delà les apparences. C'est encore pas quelque chose qui se dit, c'est quelque chose qui se vit. C'est de retrouver la présence, ou la vie en tout cas, voilà, qui nous entoure complètement en fait. Exactement. Y compris dans le cosmos, c'est ça qu'on se coupe de ça, et en fait c'est quelque chose qui peut être un ressort pour nous. Parce qu'on ne sait plus qui on est, donc on ne peut plus rentrer en contact avec l'autre. Parce qu'on n'est plus en contact avec l'autre, on ne peut plus rentrer en contact avec le monde. Je vais vous raconter une petite anecdote, j'en parle dans un de mes podcasts, qui donnera une merveilleuse métaphore de ce que je viens d'évoquer. Je suis avec mon fils et je l'emmène voir la Joconde au Louvre. Et puis on s'installe et puis on regarde la Joconde et puis on veut vraiment rentrer en lien avec l'œuvre. On veut vraiment, c'est la première fois qu'il vient au Louvre, il est tout petit et on veut vraiment rentrer en contact avec l'œuvre. On veut la voir. On se pose plein de questions, on essaye de ressentir qu'est-ce qu'on ressent physiquement, quelles sont les émotions qu'on ressent en la regardant. Quelles sont les couleurs? On pense à Léonard de Vinci, comment il a pensé, d'où vient son sourire, on imagine la scène en train de la peindre, enfin, on part dans quelque chose, mais on rentre en lien avec cette œuvre. Et on passe, je sais pas, si on a passé 5 minutes ou 1 heure à regarder cette Joconde. Et après, je lui dis, viens, on va se mettre sous la toile et on va regarder les gens comme si nous, on était la toile. Et on se place sous la Joconde et on fait demi-tour. Et on se met sous la Joconde et on regarde, il y avait des centaines de personnes qui étaient là. Et on regarde. Et là, on est abasourdi parce qu'on se rend compte que personne ne la regarde. Tout le monde vient, prend sa photo et s'en va. Et il y a la gardienne qui est sous la Joconde. Et je la regarde, je lui dis, mais c'est moi qui hallucine ou personne ne la regarde? Elle me dit, non, c'est comme ça tous les jours. Et encore, il n'y a pas beaucoup de selfies aujourd'hui. Personne ne la regarde. C'est très intéressant par rapport à ce qu'on vient de dire. Ce que j'essaye de dire par là, et je rejoins ce que vous disiez, monsieur, exactement, c'est que on perd la capacité de rentrer. Si on perd la capacité de rentrer en lien avec une œuvre, est-ce qu'on ne perd pas la capacité de rentrer en lien avec quelqu'un? Est-ce qu'on ne perd pas la capacité de rentrer en lien avec le monde? Et pour retrouver cette capacité, il faut aller dedans. Là, les gens ne regardent pas la Joconde, ils viennent voir une légende. Ah ben j'ai vu la Joconde, regardez, j'ai vu ce que j'attendais qu'elle ait. On pourrait parler de Dieu, on pourrait parler d'un arbre, on pourrait parler d'une personne, on pourrait parler d'une musique qu'on écoute. Mais la plupart du temps, on passe notre temps à ne projeter que la surface des choses. Je rencontre quelqu'un, elle a des lunettes, elle a un gros pif, sa sexualité c'est comme ça, elle est grande, elle est petite, mais quand est-ce qu'on voit qu'elle a été un enfant, qu'elle sera un vieillard, quand est-ce qu'on voit son histoire, quand est-ce qu'on rentre en lien pour ressentir ce qu'elle a ressenti, ce qu'elle a vécu, avec une œuvre, avec le divin, avec la vie même simplement, enlevons les gros mots. Quand est-ce qu'on rentre en lien avec tout ça? Et si je ne trouve pas justement ce que j'ai dedans, si je ne rentre pas en lien avec ce que peut m'apporter, moi je parle des rêves, on peut parler d'inconscient, on peut parler de profondeur, on peut parler de Dieu, on peut parler... Mettez-lui les mots qui rentrent, mais si je ne rentre pas en lien avec ma propre profondeur, je ne peux pas rentrer en lien avec le monde. Et ça commencera peut-être avec ça, avec cette capacité de rentrer en lien, de retrouver cette révolution. Vous voyez, on a du boulot, on a tous du pain sur la planche, mais ça commence par un petit quelque chose. Ça commence par une rencontre avec nous-mêmes. Est-ce qu'on est prêt à se rencontrer nous-mêmes? Est-ce qu'on est prêt à rentrer en lien avec ça? Et ça peut être bien plus simple qu'on ne le pense. Bien plus simple. Si on était un enfant capable de voir des formes dans les nuages, je pense qu'au petit matin, faites l'effort
faites l'effort avant d'ouvrir les yeux, de dire « Ah, de quoi est-ce que j'ai rêvé? Qu'est-ce que je ressens ?» Et si vous avez le courage, prenez un cahier, notez-le. Maintenant, il y a des téléphones. Vous pouvez dicter ou simplement racontez vos rêves au petit déjeuner. Racontez ces choses. Mais je vous invite, vous l'êtes déjà, retrouvez cette voie artistique. Elle est à la fois simple et à la fois extraordinaire. C'est quelque chose qu'on possède tous, mais c'est tellement évident qu'on préfère des grands chez les autres et des grandes théories que de retrouver cette simplicité-là. On l'a tous. Pas besoin de lui mettre une étiquette d'une voix spirituelle grandiloquente ou quoi que ce soit, de chercher dans des chinoiseries, des bouddhisteries, malgré tout le respect que je porte, qui peuvent nous influencer, mais revenons à des choses très simples, à nous-mêmes. Le rêve, on l'a tous. Et on peut tous commencer par le rêve. Tous commencer par ça. Voilà. Pour terminer, je dirais qu'il y a plusieurs types de rêves. Donc il y a le rêve nocturne, on peut tous travailler avec le rêve nocturne. Moi j'accompagne les gens depuis 20 ans avec une méthode que j'appelais la méthode réveil, qui pour moi était un véritable éveil. On peut travailler avec le rêve éveillé, on peut accueillir les images, les sensations. Au début je pense qu'effectivement on a besoin d'être accompagné pour avoir des pistes, d'avoir quelqu'un qui est cheminé dans sa symbolique, parce qu'il peut y avoir justement des ombres qui remontent, des choses qui peuvent nous faire peur. Et on a besoin d'être accompagné, et puis à un moment donné, on peut le faire seul, ça demande un petit peu de temps. Mais déjà, simplement avec nos rêves nocturnes, il y a déjà tellement à faire. Voilà. Pour en revenir à cette révolution, pour terminer, je veux juste évoquer un point dans le livre, c'est que j'ai constaté depuis 20 ans que j'accompagne des gens avec leur rêve, qu'il y a un lien entre nos rêves et le rêve du monde. Il y a un lien avec les images qui viennent de notre inconscient et l'histoire globale du monde. Je ne veux pas trop vous en dire, j'en parle beaucoup dans le livre, mais l'an zéro, on parlait du Christ tout à l'heure, il est marqué dans notre inconscient collectif. Il est en lien avec notre propre naissance. Le Moyen-Âge, c'est l'âge moyen, il est en lien avec notre adolescence. Les rêves de Moyen-Âge peuvent éventuellement être en lien avec notre adolescence. Et il y a différentes périodes de notre histoire qui peuvent être marquées par la grande histoire, parce que les deux dansent ensemble. La partie et le tout dansent ensemble. Je vous donne juste une petite anecdote pour vous aider à comprendre ce petit processus, parce que je crois que très peu de gens en parlent dans la symbolique des rêves. C'est un jour une femme qui vient me consulter, et puis elle me dit, j'ai fait une expérience de vie antérieure incroyable. J'étais sous une tente immense, j'étais en 14-18, et il faisait très froid. Et je réchauffais des gens blessés dans cette tente en 14-18, une expérience de vie antérieure incroyable qui m'a bouleversé. Et puis pour sortir justement d'un système de croyance, j'essaye de ni le nier, ni l'affirmer. Toujours de cheminer entre les deux, de voir ce qui est par-delà. Parce que là, il y a cette croyance de vie antérieure. Moi, je ne sais pas. J'ai aucun moyen de le vérifier. Bien sûr, on peut sentir intuitivement qu'il se passe des choses. Il y a quand même des choses vraiment bizarres et étonnantes. Mais je n'ai pas le moyen de le vérifier. Et qu'est-ce qui va être utile à cette femme pour le moment? Et là me vient une intuition, je lui dis, mais qu'est-ce qui vous est arrivé entre vos 14 et vos 18 ans? Et là, la femme se met à pleurer à fond dans larmes. Elle me dit, j'ai vécu chez une tante très froide, parce que ma mère est morte. Et cette tante était glaciale. Et à mes 18 ans, elle me dit, j'ai fait mon armistice. Parce que j'ai quitté. J'ai commencé à m'émanciper. Je dis, vous avez compris? Je pense que vous comprenez aussi. Juste pour vous dire que le lien, des fois, entre nos systèmes de croyances et ce qui va faire écho chez nous, il est juste là dans ce qui est. Pas dans ce qu'on croit, pas dans ce qu'on voudrait qu'il soit. Dans ce qui est. Et si on est capable de trouver cette neutralité grâce au rêve, de regarder les choses telles qu'elles sont, on pourra tous trouver des réponses et des choses comme ça. Et c'est là qu'on comprend que la petite histoire,
Et la grande histoire, cette histoire de 14-18, était en elle. Mais elle est venue tisser une manière de son réel à elle. La petite histoire et la grande histoire dansent ensemble. Et on peut voir ça au niveau mythique. On peut voir ça au niveau de... Je peux vous donner un autre exemple par rapport à la 5e sphère à réinterpréter. Une femme vient me consulter et elle a des gros problèmes sexuels. Elle n'arrive pas à intégrer sa sexualité. Une femme très spirituelle, qui a une vision très spirituelle. Et en fait, elle me dit, il y a 4 ou 5 générations de femmes qui s'appellent Marie chez elle. Elles s'appellent toutes Marie. Et je l'accompagne en rêve, et là ça va vous faire marrer. Ce qui lui vient dans la séance de rêve, naturellement, c'est Joseph qui a une érection et qui fait l'amour à Marie. Et ils ont une scène d'amour torride. Et en fait, elle est émue, elle pleure. Moi j'ai un petit sourire parce que forcément ça me fait sourire de voir comment l'inconscient, comment la profondeur peut amener des solutions. Mais en fait, par ce rêve, elle vient comprendre profondément, elle vient réinterpréter sa 5e sphère, comprendre que Marie n'est pas l'Immaculée Conception uniquement, que c'est aussi une femme et qu'il y a une sexualité. Et par ce rêve, elle commence à réintégrer aussi sa sphère humaine et sexuelle et de comprendre que dans l'interprétation qu'on lui avait donnée, Marie, c'était quelque chose d'intouchable, de tellement pur qu'elle ne pouvait pas y avoir accès. Et que la sexualité, ça pouvait être aussi pur, mais ça pouvait faire aussi partie de ces choses-là. Vous voyez où je veux en venir? Donc comprendre que la petite histoire, que les histoires mythologiques, que les histoires qu'on nous raconte, que tout ça danse ensemble, que la partie danse avec le tout. Et que le rêve est la voie royale pour retrouver tout ça, retrouver cette danse du réel, cette danse de ce qui est, et pas dans ce qu'on voudrait croire. Vraiment la danse de la vie. Il ne s'agit pas d'être parfait, il s'agit d'être ce que nous sommes. Des humains avec quelque chose de complètement merdique et de complètement merveilleux en même temps qui peut toucher les sphères les plus hautes et toucher les sphères les plus basses. C'est pour ça que je parle dans mon livre de la voie de l'homme entier. C'est un cheminement pour retrouver cette entièreté de ce qui est. Voilà. J'espère que Merci. cette conférence vous aura plu. Voilà. Je pourrais en parler des heures, mais voilà, maintenant je pense que ce serait peut-être intéressant de plus échanger, vous, si vous avez des questions, si vous avez même des choses, des rêves ou des choses que vous auriez partagées, on peut ouvrir d'autres portes, on peut prendre un temps si vous voulez. Je voudrais bien partager un rêve qui me vient là, que j'ai eu il n'y a pas longtemps, qui m'a fait réfléchir. Je suis dans une zone où il y avait beaucoup d'herbes, des collines, et il n'y a pas d'arbres. Il y a une sorte de grande voie qui est tracée, qui ondule comme ça, une sorte de grand chemin qui est taillé là-dedans. Et là, il y a des sortes de grosses machines énormes, avec beaucoup de bruit, qui passent là-dedans à toute vitesse. Vraiment comme des chars, je ne sais pas, des grosses machines, quoi. Et moi, je suis là, je suis piéton, là, je suis en train de marcher, et en fait, je me gare sur le côté, j'essaye de trouver des petits chemins adjacents. Et ce qui m'étonne le plus, c'est que je n'ai pas peur, vraiment. Je suis conscient de l'hostilité de tout ça, puis en même temps, je me communique avec moi-même, et en me disant, oui, ben ça, je sais ce que c'est et tout, je vais le mettre là et ça ne va rien faire, ça va se passer. Et je me suis réveillé avec ça, à la fois j'avais peur, puis en même temps, j'étais bien, quoi. Et alors, si vous regardez ce rêve comme vous regardez des formes dans les nuages, qu'est-ce que vous y verriez, vous? Qu'est-ce qui vous vient spontanément? Pas forcément dans la réflexion, dans le ressenti. Une certaine confiance en moi, malgré l'absurdité des actualités, des choses comme ça qui nous sont balancées 50 fois par jour, quoi. Qui nous angoisse, qui nous dépossède, quoi. Je me suis dit, il y a une porte de sortie lumineuse qu'il ne faut pas nier, quoi. Même s'il y a tout ça, il ne faut pas oublier quelque chose d'important. Donc j'étais très bien au réveil, quoi. Bah, voilà. Donc, je suis sûr que d'autres, vous avez des rêves. Merci, parce que c'est très intime de partager. C'est très intime de partager un rêve. En fait, c'est un peu le cheminement en fait, que vous faites, le chemin comme ça, et vous, l'entrave qui vient, vraiment, en tout cas je vois comme ça, l'entrave qui vient, bah, vous êtes plus fort qu'eux, en fait, vous les laissez, les vivre, et puis vous... Oui, c'est ça qui m'a étonné, c'est que j'ai trouvé une sorte de deuxième voie, quoi. Ouais, de plan B par rapport à un écrasement. Moi je suis sensible sans doute comme vous, on a une sorte presque l'impression de fin du monde qui peut venir, hein, au niveau technologique ou autre. J'ai l'impression que ce que je fais des fois dans ma vie, c'est toujours une petite lumière et qu'elle est toujours là, et que c'est une voie aussi qui existe. Donc ça m'a rassuré sur
sur moi-même, quoi. Moi aussi, je fais des choses créatives, je fais des travaux d'écriture, et je vais dans les hasards et tout, dans les découpages, et c'est quelque chose qui me rend fort quelque part, parce qu'il y a une sorte d'insolite, en même temps, qui me permet de me connaître moi-même un petit peu plus, quoi. Et en tout cas, qui me fait de la joie. Ouais. Donc, je me suis retrouvé moi-même dedans, en fait, une sorte de cohérence avec moi-même dans ce rêve-là. Je ne sais pas comment dire, quoi. Mais la joie est il y a un rapport avec bien sûr. quelque chose Vous de savez cohérent. très bien comment dire, vous l'avez super bien partagé. Ouais. Je suis content qu'on puisse partager, et vous aussi, que vous parlez, mais c'est bien aussi qu'on puisse parler. Bien sûr. Et la joie est un bon fil conducteur, c'est un bon fil d'Ariane. Oui. C'est ça, ouais. Quelqu'un d'autre aurait un rêve ou une question? Moi, je voulais voir si vous aviez parlé des synchronicités avec les rêves. Alors, je peux en parler. Vous l'avez évoqué? Non, j'en ai Il m'est pas. arrivé quelque chose d'assez fantastique à ça. Bah, vous voulez, allez-y, partagez. Si vous voulez partager votre histoire. En fin de compte, c'est une histoire de plusieurs circonstances. J'ai fait pas mal de méditation pendant une semaine à Findhorn. Le jardin en Angleterre, c'est ça? Le jardin de Findhorn en Écosse. Oui. En Écosse, oui. Et à ce retour, disons, c'était à la fois pour moi une épreuve, parce que je ne parlais pas très bien anglais, et je me mettais vraiment dans une situation d'inconfort. Donc il y a beaucoup d'émotions que j'ai ressenties là-bas, où j'étais des moments de solitude avec du monde. Parce qu'on parle et on ne comprend rien. Donc ça m'a mis beaucoup à l'épreuve émotionnelle. Et en revenant, 15 jours après, j'ai eu des rêves où c'était Lève-toi écrit. Et donc j'ai fait un premier texte, c'était un texte d'amour. Et la deuxième fois, c'était un rêve où c'était Lève-toi écrit et tu vas aller faire un voyage initiatique au Pérou, au Mexique. Et donc j'ai écrit comme ça, et je dis dans mon demi-sommeil, je dis quand. Et c'était il y a 10 ans, en mai 2014. Et suite après, j'ai eu plein de synchronicités. C'est-à-dire, le rêve m'a ouvert une porte à toute une aventure. Je me dis, il faut que j'apprenne l'espagnol. Et j'ai fait des recherches, je me dis, je ne peux pas faire des rêves initiatiques sur les sites. Et j'ai dit, qu'est-ce que j'aime dans la vie? J'aime la peinture, donc je mets école d'art au Pérou. Et je tombe dans une école d'art en forêt amazonienne, où cette histoire qui est assez incroyable, on dit de la sérendipité ou de la synchronicité. C'est-à-dire que la personne qui a créé cette école d'art au Pérou, c'est une personne qui a fait un rêve pour créer cette école. Bien sûr. Elle était dans une histoire de vouloir être en rédemption par rapport à sa vie. Elle était alcoolique, elle disait il faut que je fasse quelque chose de positif pour les enfants, donc elle a créé une école d'art. Elle a fait un rêve comme quoi elle devait créer l'école d'art au Pérou. Cette école d'art, quand j'arrive là-bas, la femme, elle me dit on prend des potions pour créer et faire peindre nos rêves. Donc il y a tout, je rêve que je dois faire un voyage initiatique. Là-bas, le monsieur qui crée rêve qu'il veut faire cette école, et là-bas, on peint nos rêves. Bien sûr. Et c'était vraiment étrange comme... étrange et en même temps, merci déjà pour ce témoignage qui est très intéressant, étrange et en même temps, c'est ce que devrait être la réalité. Ouais. C'est ça être un artiste. Vous avez tissé la peinture de vos rêves sur la toile de la vie. Et pour moi, c'est ça la synchronicité. C'est d'être capable de faire danser ce qu'il y a dedans et de le manifester au dehors. Et là, le mot magie, d'ailleurs, on pourrait dire l'âme agit. Il y a peut-être là le mot magie, c'est l'âme qui agit. Peut-être que l'inconscient agit et manifeste quelque chose dans le réel. Et là intervient la synchronicité. Et elle peut être complètement folle, mais en même temps complètement juste. Et c'est peut-être ça, cette voix du rêve, elle invite à ça. Et actuellement, je suis un peu en panne dans le rêve. Et je me dis, tiens, j'ai plus cette synchronicité qui marche. Je pense qu'il y a des périodes, parce qu'il y a aussi des périodes dans lesquelles on a besoin de se reposer. Parce que rêver, mine de rien, ça demande une forme d'énergie. Il faut avoir une certaine énergie. Et il y a des périodes où on a besoin de se reposer. On a besoin de retrouver aussi notre corps. On oublie, si on veut intégrer. Les rêveurs ne sont pas des gens qui fuient et ils doivent aussi retrouver leur corps, et ça passe par l'énergie. Plus je suis en lien avec le réel, plus je suis capable de rêver.
Plus je suis en lien avec mon homme du jour, plus je vais pouvoir entrer en lien avec ma femme de la nuit. Et plus je suis en lien avec ma femme de la nuit, plus je vais la manifester dans le monde du jour. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie. C'est-à-dire que c'est important vraiment de faire danser les deux, je le répète. Voilà. Mais une des méthodes pour se souvenir de ses rêves, on parlait de méditation, qui est un super moyen, mais je pense au corps, c'est d'être présent dans nos sens. Quand je mange, je sens les goûts. Quand je regarde un tableau, je regarde les couleurs, d'être vivant, d'être présent au monde. Et avec tout le flux d'informations qu'on a, on perd cette capacité de présence. Et on perd cette capacité de joie, et du coup ça peut faire aussi qu'on rêve moins, parce qu'on est moins présent dans la journée. Donc un exercice que vous pouvez faire qui est très rigolo, c'est promenez-vous, et puis utilisez vos sens, utilisez aussi votre imaginaire, c'est-à-dire imaginez-vous que vous êtes en train de vivre comme si vous étiez dans un rêve. Et vous allez voir que plus vous faites ça, plus vos rêves vont devenir lucides. Et de la même manière, quand vous serez dans vos rêves, il va peut-être vous arriver des fois où vous allez être en rêve lucide, et où vous êtes lucide de savoir ce que vous faites en rêve, et de tisser le lien. Mais l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire le rêve, pour moi, ça peut être une fuite, et c'est pas le but. Le but, c'est d'ouvrir la voie aux synchronicités, d'ouvrir la voie à quelque chose qui se manifeste. On parle encore une fois de créativité, de quelque chose qui se crée ici, maintenant. Et comment vous faites là actuellement, les rêves sont tellement forts, mais la seconde où je me réveille, je n'ai plus le souvenir. Ça m'agace. Avant d'ouvrir les yeux. Oui, avant d'ouvrir les yeux, là, faites un petit effort. Un instant et hop. Eh ben, il faut vraiment prendre cet instant. Cet instant, on est vraiment à la surface. Hein. On est vraiment ici, hein, oui. dans le trait d'union. Cet instant, il est privilégié. Il faut vraiment prendre le temps avant d'ouvrir les yeux, parce que des fois, on est encore en train de rêver, on ne le sait pas, et des fois, on est déjà trop réveillé. Et c'est vraiment cet instant à la surface, avant d'ouvrir les yeux, de faire l'effort. Alors, de quoi est-ce que j'ai rêvé? Ah, il y a ça. Et souvent, il y a une trame. Et pour aller plus loin, le fait de faire l'effort de l'écrire, le rêve, eh ben, on va écrire la première trame, et il y a des souvenirs qui vont venir. Ce que je donne au rêve, le rêve me le rend. Si je fais l'effort de tenir un carnet, si je fais l'effort de le raconter, d'autres choses vont venir derrière. Si je ne fais pas l'effort, je vais perdre une grande partie des choses. Donc encore une fois, ça demande une énergie. Oui, encore faut-il pouvoir le faire. Parce que parfois, je pense qu'avec justement tout ce qu'on vit à l'extérieur, on a une fatigue, un épuisement qui fait qu'on est tellement fatigué que quand on se réveille, on ne se souvient même pas qu'on a rêvé. On sait qu'on a dû rêver. Exactement. On ne s'en souvient pas. Et quand, malgré l'espoir, on arrive à se souvenir un tout petit peu, on voudrait, mais ça échappe, ça part, on ne peut pas le rattraper. C'est terrible. Et c'est là qu'on regrette le moment où on était, où on était plus jeune. Et c'était beau, on avait des rêves, c'était merveilleux, on s'en souvenait, on n'avait même pas besoin de faire d'efforts. Alors qu'arrivé à un moment, parfois, on essaye, on veut le rapprocher, puis on veut rattraper, comme le temps qui passe, on veut le tenir, on veut le garder pour pas qu'il continue. Le rêve, on veut le faire. Il nous échappe et on n'y arrive pas. Mais comment? On est persuadé, on comprend tout ce que vous avez dit. Je l'ai vu et je l'ai compris et c'est merveilleux. Mais comment on fait? Comment on fait pour rattraper ce qui part, ce qui s'échappe? J'ai un proverbe que j'adore, moi. C'est plutôt que de maudire l'obscurité, allumer une chandelle. Vous le connaissez peut-être, c'est Confucius qui disait ça. Je comprends tout ça. Oui, retrouver cette capacité créative, créer des petits moments dans lesquels on va recréer à nouveau. Mais ça demande un effort vu qu'on est enlisé dans nos routines. Puis des fois, les obligations extérieures qui vous poussent, et vous êtes toujours là à dire, mais je n'aurai pas le temps de faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois être là, je dois être là, je dois être là. Les exigences qui fait que là on a, mais quand est-ce que je vais avoir un moment rien que pour moi, pour rêver, un moment où pour profiter, et là on se laisse envahir, étouffer, et c'est ce qui crée les angoisses, tout ça, pas toutes ces et là, qui on est tissé. J'ai écrit un poème il y a quelques années, et ça se termine. Pourquoi me laisser tisser par le rideau si je suis le tisserand? On se laisse tisser par l'extérieur. Et hélas, il nous incombe vraiment de commencer dès maintenant à faire quelque chose qu'on n'a jamais fait, à créer. Mais le problème, c'est qu'on reste dans nos habitudes. Je vous donne un exemple. Moi, je pratique les arts martiaux. J'ai retrouvé mon corps. J'étais tellement dans le spirituel, entre guillemets, que j'avais oublié mon corps. Du coup, je me suis mis une quinzaine d'années d'une manière intensive dans les arts martiaux.
Ce qu'on voit souvent dans les arts martiaux, c'est qu'il y a des gens très balèzes, qui sont très guerriers, très masculins, très yang. Ils vont faire que des arts martiaux où on se castiane, on se casse la gueule, il faut y aller. Puis tous les gens un peu comme moi, un peu doux, un peu tranquilles, ils vont faire du tai chi, du qigong, du yoga. Mais peut-être que les gens qui font du tai chi, du yoga, à un moment donné, ils auraient besoin d'aller se castagner. Et peut-être que les gros balèzes qui se castagnent, ils auraient besoin d'aller faire du qigong ou quelque chose. Peut-être que les gens, pareil, au niveau de l'alimentation, qui sont exclusivement végétariens parce qu'ils ne veulent pas faire de mal aux animaux, ceci, peut-être qu'ils auraient besoin de manger de la viande pour retrouver quelque chose qui sort de leurs habitudes. Et peut-être que les gens qui, au contraire, sont des viandards et qui picolent, ils auraient besoin de devenir végétariens. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? C'est que des fois, dans nos systèmes de croyances, on est ancré, encore une fois, que ce soit aussi beau, lumineux ou aussi sombre, on reste piégé dans des antagonismes. Et que pour sortir de nos habitudes, on a besoin de faire l'effort, comme un héros, d'aller vers l'imprévisible et de faire des activités qu'on n'a jamais faites. Si quelqu'un est trop mental, je me souviens de quelqu'un qui avait fait une conférence, une femme médecin qui avait mal dans tout son corps, qui ne sentait plus son corps, et la personne lui avait dit très justement, allez étudier les peintures Navarro, faites quelque chose de très spirituel que vous n'avez jamais fait, vous verrez que votre médecine va s'enrichir d'une partie spirituelle qui vous a manqué. Si quelqu'un au contraire est perché à 15 000, il aura peut-être besoin de revenir dans quelque chose. Mais le problème, on reste toujours là-dedans. Comment est-ce qu'on peut commencer par des petites choses créatives très simples, allumer cette chandelle qui fait qu'on remet de l'imprévu dans la vie? C'est pour ça qu'enfant, on a tout ça. Parce qu'enfant, on est perpétuellement dans cet imprévu. Alors je ne dis pas de retrouver excessivement, mais commençons par un pas, par une petite chandelle, une petite lumière. C'est ça la réponse que je vous donnerai. Une piste. Par où vous pouvez commencer, dès aujourd'hui, dès maintenant. Quelqu'un aurait une autre question, autre chose à partager? Je dirais bien qu'il ne faut pas attendre que le corps oblige en fait, à s'arrêter, parce que la vie est comme ça. Quand on ne sait pas s'écouter, en fait, quand l'âme, justement, on a marre, vous en avez certainement marre, n'attendez pas que votre corps vous arrête d'office, en fait. Prenez en charge votre vie et créez votre temps libre, justement. Alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais parfois on a aussi tendance, on aime bien aussi s'accaparer de choses qui sont inutiles aussi. Mais je vous dis, moi, de l'expérience aussi, le corps s'est arrêté quand il faut, donc il vaut mieux le prendre le moment. La vie est bien faite, c'est-à-dire que ce qu'on ne fait pas, à un moment donné, quelque chose vient se provoquer. Il y a quelque chose dans la vie qui vient nous bouleverser. Je pense à ce monsieur tout à l'heure qui a eu un accident. C'est venu bouleverser dans quelque chose. Et toutes les petites choses qu'on fait, où on reprend notre créativité, on reprend un petit peu, on retisse, et on se remet en mouvement, on se dépouille, et on avance vers quelque chose. Sinon, la vie va nous emmener dans la souffrance. Et alors, c'est à la fois c'est plutôt une bonne nouvelle, je dirais, parce que si la joie nous guide, nous sert de fil d'Ariane, la souffrance, elle peut être utile aussi. Parce que c'est par la souffrance, si on ne le fait pas avant de souffrir, c'est par la souffrance qu'on changera les choses. Si je me suis ouvert au travail du rêve, c'est parce que j'étais dans un état dépressif profond, dans une souffrance insondable, que j'y suis allé. Mais si vous regardez dans la mythologie, qu'est-ce qui fait que le héros il se bouge le cul et qu'il avance? C'est toujours un coup dur. Est-ce qu'on ne peut pas, avant d'avoir le coup dur, déjà se mettre en mouvement, d'aller dans l'inconfortable un petit peu de nos habitudes et commencer à sortir petit à petit de l'ornière en allumant une petite chandelle, une petite méditation de 10 minutes. C'est-à-dire qu'il faut lâcher prise un petit peu, quoi. Ouais. Lâcher prise de carcan. Ouais, Est-ce que le rêve éveillé peut aider? Oui. Et que, chacun, j'ai eu l'impression qu'il y avait différentes interprétations du rêve éveillé. Quelle est votre interprétation du rêve éveillé? Moi, Qu'est-ce que vous considérez comme un rêve éveillé? Moi, je viens du rêve éveillé libre. C'est-à-dire que moi, pour vous faire bref, j'étais dans un état dépressif à l'âge de 26 ans. Je ne vais pas vous raconter toute l'histoire. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler plus tard. J'ai commencé par le rêve éveillé libre, par justement des synchronicités qui m'ont conduit au rêve éveillé. C'est des coïncidences. Je vais visiter une expo, je vois le mot rêve éveillé. Le lendemain, j'allume la radio, j'entends l'inventeur du rêve éveillé libre qui part. Je retrouve un bouquin qui apparaît dans mon arrière-boutique comme ça, où je commence à expérimenter.
rêve éveillé, c'est fermer les yeux, accueillir et laisser venir ce qui vient. Il y a différentes voies qui vont plutôt se rapprocher de l'hypnose, où on va orienter vers quelque chose de positif ou de négatif. Pour moi, c'est un biais parce que ça enlève ce qui est. Et souvent, l'influence du thérapeute ou de la personne, c'est de vouloir aller mieux, de vouloir aller bien, et donc pas du tout d'intégrer ce qui est. Et des fois, des zones d'ombre qui doivent jaillir et qu'on n'a pas envie d'accueillir symboliquement. Et la méthode réveil que j'ai mis en place, le rêve éveillé libre, sont des voies où on va au contraire pouvoir accueillir ce qui est et le laisser se manifester. Et c'est ça qui va nous conduire justement au-delà des sentiers battus de ce qu'on voudrait. C'est très intéressant ce que vous dites là, et vous me dites si ça répond à votre question, si je ne m'égare pas trop, mais c'est ce qui fait la différence pour moi entre le désir et l'espoir. C'est-à-dire que le désir, j'ai un désir intellectuel de me libérer de quelque chose, et je voudrais m'en libérer comme je voudrais. Par exemple, j'ai une maladie, je voudrais que le médecin ait une baguette magique et puis m'enlever la maladie. Et ça, c'est mon désir intellectuel. Mais peut-être que cette maladie ou ce problème, par-delà le désir, l'espoir, c'est de m'ouvrir à l'imprévu de ce qui peut jaillir. Et je pourrais guérir non pas parce que je veux intellectuellement, mais parce que j'ai réellement besoin. Et ça va m'emmener dans une voie initiatique. Ça va m'emmener vers quelque chose que je ne connais pas de moi. Et c'est là que je vais trouver des solutions créatives. C'est en ça que le rêve éveillé, pour moi, peut nous aider. Mais il faut avoir l'ouverture d'aller progressivement vers l'imprévisible. Alors il y a une bonne nouvelle à ça, c'est-à-dire que ça fait 20 ans que j'accompagne pratiquement des gens, et plus de 20 ans que je l'expérimente, c'est que ça ne nous emmène jamais au-delà de ce qu'on est capable d'accueillir. Certes, ça peut nous bousculer, certes, ça peut changer des choses, mais ça respecte toujours ce que j'appelle les saisons de l'être, c'est-à-dire qu'on a tous des rythmes et que c'est toujours respectueux de nos propres rythmes. Donc si vous avez envie d'investiguer, allez-y. Il y aura peut-être des choses bouleversantes, mais si elles se manifestent, c'est que vous êtes capable de les accueillir. Ça ne vous emmènera jamais au-delà de ce que vous êtes capable d'accueillir. Comme des fois, je vois en hypnose, on veut forcer des choses. Je vois, il y a une grande mode des prises d'antéogènes ou de plantes. Vous avez peut-être vécu ça au Pérou, des choses qui sont très très intéressantes, que j'ai pu expérimenter aussi, mais qui peuvent forcer et qui peuvent amener des décalages et aller trop vite. Alors que si on intègre, on travaille par le rêve, il y a un grand respect de ce que j'appelle les saisons de l'être et de vos rythmes profonds. Ça répond à votre question un petit peu ? Merci. Merci à vous. Autre chose ? C'est pas mal, je vous vois trépigner, on a peut-être un peu dépassé le temps, non ? C'est plutôt pour vous, c'est qu'après vous avez loupé le repas. D'accord, il est quelle heure ? Il est midi et quart. Midi et quart. On arrête là ? Ça vous va pour vous ? Écoutez, je vous remercie. Merci pour votre présence, merci beaucoup. Merci. Merci.